Bonjour, je m'appelle Benjamin Navet et je suis supporter du Paris Saint-Germain. J'ai raconté mon histoire avec le PSG dans 2 livres que j'ai logiquement intitulés « Je suis supporter du Paris Saint-Germain ». Aujourd'hui, je donne la parole à ceux qui partagent la même passion que moi. Bonjour Xavier Chevalier. Salut Benjamin, comment ça va ? Ça va bien et toi ? Ça va pas mal. Alors, on va vous dire un petit peu les dessous de ce podcast. On est en train d'enregistrer un mardi soir de demi-finale de Ligue des Champions. Donc là, à côté de nous, il y a Inter-Barcelone qui vient de commencer. Absolument, en direct de Romainville dans le 93, dans la résidence des Chevaliers. Voilà. Exactement. Coucher les enfants en espérant qu'ils ne nous dérangent pas pendant le podcast. Et on voit toute la technicité en parallèle de Marcus Thuram qui rate action sur action. C'est ça. Donc comme vous l'avez compris, on ne connaît pas encore le résultat de Paris Saint-Germain-Arsenal qui sera demain soir pour nous. Vous, en tout cas, vous connaîtrez déjà ce résultat puisque le podcast sera diffusé après ces 2 demi-finales. On espère, on y reviendra peut-être dans le podcast, que le Paris Saint-Germain soit en finale, mais ça, c'est une autre histoire. Effectivement, demain est un autre jour. Demain est un autre jour. Xavier, certains te connaissent déjà puisque tu es le rédac-chef du site virage.paris. Oui. Mais est-ce que tu peux nous présenter ? Alors, tu nous as déjà dit Romainville, 3 filles, mais voilà, qu'est-ce que tu fais dans la vie sinon ? Alors, dans la vraie vie, je travaille dans la musique. En fait, je travaille dans une maison de disques qui s'appelle Universal, qui est assez connue. Et je travaille dans un label qui s'appelle Barclay, qui est un label historique de la maison Universal, où je m'occupe de marketing. Je suis chef de projet, c'est la définition de mon poste. Et en fait, je m'occupe d'artistes du label. D'artistes principalement français voilà, donc ça touche un peu à tout mon métier et ça fait plus de 20 ans que je fais ce métier-là. J'ai toujours travaillé dans la musique. J'ai commencé et j'ai continué. J'ai fait des petites apartés par moment où j'ai quitté le monde musical, mais je suis toujours revenu dans l'univers du showbiz entre guillemets. Voilà, pas très loin du Paris Saint-Germain, l'univers du showbiz. Ouais, quelque part, il y a pas mal de similitudes entre la musique et tout ce que ça implique, et la gestion d'un artiste, la gestion du marketing autour d'un lancement. Il y a quelques similitudes comme tout ce qui touche de près ou de loin au marketing et à la com et à l'entertainment, on va dire. Donc voilà, c'est vrai que le PSG a ces aspects-là, d'autant plus aujourd'hui depuis que QSI a pris le pouvoir. Et a mis en place un plan d'action extrêmement efficace en termes de communication et de marketing, qui est assez un cas d'école. Après, le foot, c'est quand même très particulier, parce que c'est tous les week-ends, c'est très répétitif. Ce qui se passe après dans la vie du club, d'un point de vue sportif, c'est très répétitif aussi. La musique peut s'apparenter par moments à ça, mais il y a un côté, je pense, presque... Enfin, je sais pas, j'y ai jamais vraiment travaillé, mais je pense qu'il y a une côté très routine dans le foot qui est hyper nécessaire pour structurer. Et puis après, il y a tout le marketing qui va autour avec tout ce que ça implique. Oui, donc il y a des similitudes, clairement. Gérer un sportif de très haut niveau, voire une diva un peu folle, ça peut s'apparenter à gérer un artiste. Mais il y a quand même des choses qui sont un peu différentes. Voilà. Et puis, il y a beaucoup de chanteurs aussi dans la Corbeille au Parc des Princes. Oui, il y a des vrais fans et il y a des invités, on va dire, des VIP, Mais plus opportunistes. J'irai pas jusqu'au terme opportuniste. Je pense que si t'aimes le foot, le sport et que t'as la chance d'être invité dans la Corbeille au parc, t'y vas parce que c'est cool, en vrai. The place to be. Donc opportuniste, j'irai pas jusque là. Après, il y en a qui peuvent l'être évidemment parce que ils vont chercher à faire de la com autour, des influenceurs ou des choses comme ça, c'est leur business. Mais bon, globalement. Et puis il y a des vrais supporters du Paris Saint-Germain, comme Patrick Bruel, par exemple. Patrick, on l'aime, on n'aime pas Patrick, mais en attendant, il a toujours été supporter et il l'a jamais caché. DJ Snake aussi, gros supporter, notre ami William. Et puis, il y en a quelques-uns, des rappeurs aussi, même si ça fait bien d'être rappeur et d'aimer le PSG aujourd'hui, mais il y a vraiment des rappeurs qui kiffent Paname et. Voilà, donc il y a une vraie histoire mais bon, ça c'est comme dans tous les métiers, il y a aussi des acteurs comme Roche Dizem, Nicolas Duvauchel, qui se cachent pas d'être supporters du PSG, François Berléand, ça fait plaisir, voilà. Et puis Enrico, évidemment, il y a Enrico Macias, bien sûr, historique, bien sûr, forever. Alors comment toi, Xavier Chevalier, t'es-tu intéressé au football et es-tu devenu supporter du Paris Saint-Germain ? Alors,
comment je me suis intéressé au foot, c'est comme beaucoup de mecs de ma génération, je pense que c'est Séville 82. Donc moi je suis né en 73, donc en 82 j'ai 9 ans. Et je suis à la campagne en Corrèze chez mes grands-parents avec mon père, ma mère et mon grand-père qui n'était pas un énorme fan de sport en général, mais vu que c'était la Coupe du Monde et puis que c'était la génération Platini, on avait pu regarder la demi face à l'Allemagne dans le salon de mes grands-parents. Et clairement, c'est un match, je ne refais pas l'histoire de ce match évidemment, mais c'est un match qui est indélébile dans l'histoire de l'imaginaire collectif et de l'histoire du football français. Et but pour l'Inter. En direct. De Lautaro. Je vous la fais comme ça en direct. Incroyable. Donc, on est loin de Séville, là. Écoutez, Barcelone, ça va pas être facile. Oh, magnifique bras d'honneur et doigts de supporters italienistes, c'est beau. Et du coup, Séville 82. Voilà. Donc je reviens sur Séville 82. Donc match marquant parce que j'en ai chialé évidemment de cette défaite. Ce match qui est peut-être le plus beau de l'histoire de l'équipe de France en vrai, devant 98. Et du coup là, le foot, ça devient une espèce d'évidence que c'est un sport qui me plaît. J'ai suivi la finale ensuite, Italie-Allemagne. J'étais à fond pour la squadra qui l'a gagné. Là t'es assez finalement âgé, comme tu dis. J'ai 7-8 ans, donc je comprends ce qui se passe. Et mais j'étais pas encore... moi, j'habitais en banlieue parisienne, dans Essonne. Mais j'avais pas vraiment connaissance du PSG, pas plus que ça, je pense. Je jouais pas au foot, moi, je jouais au tennis. Mon père était pas foot du tout, il était rugby, lui. Rugby, tennis. Et du coup, de cette même année, 82, Paris avait gagné la Coupe de France, sa première. Donc je pense que je m'en souviens pas, mais je pense que j'ai dû voir le match où j'ai dû m'y intéresser. Mais là, le foot devient une évidence. Et puis, j'habite en banlieue parisienne. Le club de l'Île-de-France, c'est Paname. Enfin, c'est le PSG. J'adore ce maillot. Et puis, il y a un mec qui m'éblouit, c'est Safet Suzic, qui devient un peu mon idole de jeunesse. Et puis, on gagne la Coupe de France 83 face à Nantes. Match magnifique, ce fameux but de Touré. Enfin, bref. But de Suzic. Voilà. Et donc là, je deviens PSG. Mais je suis pas un malade à lire le 11 mondial, à écouter toutes les émissions radio. Enfin, je suis pas dans le foot parce que personne n'est dans le foot autour de moi et parce que je joue pas au foot. Mais ça devient basique pour moi d'être supporter du PSG parce que c'est le club de la capitale et que c'est le club de ma région et que en plus ce club a gagné la Coupe de France. Grosse finale. Une très très grosse finale. Donc voilà, c'est aussi bête que ça. J'ai pas de souvenir de copains supporters du PSG ou de moi, je suis le grand frère, donc c'était moi qui était. Donc c'est pas mon petit frère qui m'a poussé non plus. Il y a pas de cousin, parce que toute ma famille était soit en Corrèze, soit en Bourgogne, donc il y avait aucune famille en Île-de-France. Donc on était un peu tout seul, quoi. Donc en fait, j'écrivais ma propre histoire avec ce club. Et est-ce que tu te rappelles la première fois que tu vas au Parc des Princes, ça se passe comment ? Alors la première fois que je vais au parc, c'est pas pour du foot, c'est pour du rugby avec mon père, et c'était pour voir un test match entre la France et la Nouvelle-Zélande contre les All Blacks. En 80, dans ces eaux-là, pareil. Et là, j'ai pris une immense claque. L'ambiance qui pouvait régner, parce que l'ambiance au rugby à l'époque, dans ce genre de match, ou les matchs du tournoi des 5 nations à l'époque, c'était chaud, mais chaud sympa, quoi. C'était la grosse fête, mais c'est surtout l'acoustique. Je ne vais rien vous apprendre sur l'acoustique du parc, tout le monde en parle. Voilà. Donc forcément, quand on est petit, quand on prend le métro, enfin le RER, pour arriver à Gare de Lyon, ensuite prendre le métro, la Ligne 1, déjà, c'est une aventure. Et puis d'arriver devant ce stade incroyable, rentrer dedans, voilà, je pense que ça m'a marqué. J'ai pas beaucoup de souvenirs, je me souviens clairement de ce match, d'y avoir été et tout ça, et du coup là. Par contre, en tant que supporter du PSG, je suis pas sûr. Je sais que j'ai vu un match du Matra avec Ben Mabrouk, je pense qu'il y avait Fernandez, il devait y avoir Francescoli, mais je pense pas que c'était contre le PSG. Mais j'y ai été un peu comme un touriste pour voir un match de foot, donc ça devait être vers 86 ou quelque chose comme ça. Ouais. Mais mon premier match en tant que supporter du PSG, parce que il fallait aller au parc tout seul, donc ça mes parents m'auraient jamais laissé y aller tout seul.
eux, ça les intéressait pas, donc ils m'auraient pas emmené et il y avait personne pour m'y emmener. Oui, c'était loin. Et j'étais pas footballeur et je jouais pas au foot. Enfin voilà, donc c'était compliqué en vrai. Hein. Donc il a fallu que j'attende d'être au lycée, d'être un peu autonome et qu'on m'autorise à faire ce que je veux pour y aller. Donc là, j'y suis allé et mon premier match, c'est 92 et c'est le match PSG Marseille. La fameuse boucherie. Mais c'est mon premier match aussi. Bah voilà, tu vois. On a le même premier match. Voilà, avec ce but de Boxiche, où j'y suis allé avec mon frère et un très très bon copain de lycée qui s'appelait Yannick Le Chaudelec. Je vous dis pas qu'il était breton, hein, mais supporter du PSG lui aussi. Et du coup, on a vu mon premier match, une défaite. Et c'est Marseille. Et c'est le grand Marseille qu'on aimait détester. Donc là, entre mon histoire de la coupe, entre mon histoire du foot et cette première défaite, on s'inscrit dans l'histoire d'un supporter du PSG, quoi. Clairement, la défaite, Marseille, la haine, et puis ce souvenir d'une ambiance super chaude qui m'avait beaucoup plu. Donc voilà, donc premier match, 92, la boucherie. Tu te rappelles dans quelle tribune t'étais ? Je crois que j'étais en tribune... Alors... on va dire présidentielle, mais j'étais un peu à gauche, collé au virage Auteuil. Donc j'étais pas très loin du virage Auteuil. Sauf qu'en 92, ouais, il y avait déjà de l'animation. Donc donc c'était chaud, c'était bien. Moi, ça m'avait beaucoup plu. Ouais. Et là, tu reviens rapidement ou comment ça se passe ? Parce que là, tu as déjà 20 ans, donc tu as l'âge de j'ai 19 ans. Alors, c'est toujours le même problème, quoi. C'est de pouvoir y aller, de pouvoir se libérer le week-end, parce que on avait aussi nos activités le week-end. Hein, et j'y suis. Alors après, je me souviens pas trop, on va dire. C'est un peu trou de mémoire. Je pense que j'y suis allé comme ça avec des copains. Mais après, c'est plus quand j'ai commencé à travailler ou quand j'étais étudiant, ou parce que j'étais étudiant ensuite à Paris, où j'ai pu commencer à aller au parc et y aller tout seul et m'éclater, quoi. Donc ça s'est surtout accéléré quand je suis arrivé étudiant à Paris, même si j'habitais encore en banlieue, hein, je rentrais tous les soirs, ou quand je découchais pour aller en teuf, mais c'est surtout à partir du moment où j'ai commencé à travailler, où j'ai eu un peu les moyens et à profiter de plein d'avantages de copains qui m'invitaient. Enfin voilà, et c'est là où j'ai commencé à aller assez régulièrement au parc, sans être abonné, en achetant mes places, en me les offrir par des potes qui étaient abonnés. Enfin voilà. C'était facile à l'époque, plus facile. Ouais, c'était hyper simple. Pour aller au parc, c'était pas compliqué, quoi, et ça coûtait pas très cher. Donc j'ai vu plein de matchs de l'époque, effectivement. Luis Hernandez, Pauletta, enfin tous ces trucs, hein, évidemment, Rai, les victoires en Coupe de France, voilà, et puis ouais, j'allais aussi sur les finales de coupe parce que c'était cool d'avoir des places et c'était pas trop compliqué, et voilà, donc et puis après j'ai commencé à m'abonner quand en fait je me suis abonné très tardivement parce que je considérais, c'est bizarre, dans ma tête, c'était un truc pas accessible en vrai, j'osais jamais sauter le pas, et en fait quand j'ai eu 40 ans, mes potes m'ont dit maintenant tu arrêtes de nous casser les couilles, et donc ils se sont cotisés pour m'offrir un abo. À 40 ans. Ouais. Donc c'est pas si vieux que ça. C'est ça. Et là, depuis, j'ai jamais lâché, quoi. Je me suis dit, bon, ouais, j'ai mon abonnement, ça serait trop con de lâcher. Je suis trop content. En plus, vu le contexte actuel, avoir des places au parc, c'est tellement compliqué que ce serait une énorme bêtise de lâcher ce abo. Et puis si par malheur on quitte le parc, j'irai jusqu'au bout. Et puis voilà, après je pourrais dire peut-être adieu à mon aficionne du PSG, parce que franchement, quitter le parc, pour moi, c'est... On y reviendra. C'est compliqué. On y reviendra. Ouais. Et donc, tu n'as jamais eu envie d'aller en virage ? Justement, tu vas dire en 92, tu vois le virage Auteuil, c'est chaud. Non, parce que je suis un garçon gentil, poli et... Il y a des garçons gentils et polis en virage. Bien élevé et un peu trouillard. Non, mais je me sentais pas me rentrer dans un truc comme ça. C'était pas mon délire. Je trouvais ça super, hein, les tifos, le feu... l'ambiance survoltée. J'ai été 2-3 fois dans le virage à une époque où j'étais tombé sur vraiment des débiles mentaux, et ça m'avait un peu saoulé, vraiment des crétins. Je me rappelle d'un mec qui était avec sa fille, qui devait avoir l'âge de mes filles, et qui arrêtait pas d'insulter tout le monde, des insanités pendant 90 minutes à côté de sa gamine. Je me suis dit, mais il faut être qui pour faire ça ? Enfin, c'est pas possible. Donc ça m'avait un peu calmé. Alors, quelle est justement pour toi la définition du mot supporter ? C'est assez simple, hein. J'ai envie de te dire que c'est le club qui te choisit plus que toi qui choisis un club, même si aujourd'hui tout le monde choisit son club, hein. Moi, c'est le club qui m'a choisi parce que c'était une évidence, c'était Paris.
C'était là où j'étais, c'était ma ville, ma région, voilà. Et être supporter, c'est choisir ou se faire choisir par un club et ne jamais lâcher. D'être fidèle pour toujours. Bon. On verra. Là, par rapport à ce que j'ai dit avant, franchement, pour moi, c'est hyper dur, de par mon histoire et ce parcours, de me dire, est-ce que je continue à supporter Paris si on joue à Massy ? C'est compliqué. Hein. Je vous cache pas qu'aujourd'hui, je sais pas du tout, mais je sens pas du tout. Mais être supporter, c'est ça, quoi. C'est malgré les années qui passent, malgré la sagesse de l'âge, malgré les désillusions, les joies, les agacements, c'est d'avoir toujours cette petite flamme au fond qui fait que quand on perd un match, le week-end est foutu. Ou s'il y a une victoire, on est un peu soulagé et ça fait plaisir et tout va mieux. Voilà, c'est toujours ça. Et d'avoir toujours ce truc de trouille au ventre sur des matchs hyper importants ou même des matchs moins importants. Enfin, cette haine de la défaite, ce truc de peur de se ridiculiser. Et Dieu sait qu'à Paris, on sait y faire. Donc pour moi, c'est ça. C'est juste une forme de fidélité, quoi. Il y a cette vieille phrase à la con, on peut changer de femme mais on change pas de club, ou je sais plus ce que c'est, mais moi je fais plutôt le parallèle en disant le PSG, le football, dans ma conception, c'est comme en amour, quand on aime, on quitte pas, quoi. Voilà, donc moi le PSG, je l'aime pour des raisons assez puériles, complètement liées à l'enfance en vrai, et j'ai pas envie de casser ce rêve de gosse et ce jouet on a essayé beaucoup de me le casser, je trouve, depuis quelques années, hein, parce qu'il y a une forme de cynisme derrière tout le football actuel, mais j'essaie de garder cette espèce d'innocence qui me paraît cruciale si tu veux être supporter du Paris Saint-Germain et faire encore que ce sport soit un peu humain et agréable. Là où il est entouré de pognon et d'un cynisme capitalistique, et pourtant Dieu sait que je ne suis pas anticapitaliste, mais vraiment, le football, c'est la catharsis, c'est le paroxysme quand même du cynisme, quoi, aujourd'hui. Donc voilà. C'est quoi pour toi justement le Paris Saint-Germain, si tu devais donner une définition également? C'est le club de la capitale de France. Voilà. C'est le club de la capitale. Donc Paris, c'est une des plus belles villes du monde. Et ben Paris, le Paris Saint-Germain est son club et doit représenter cette ville. Et je trouve la représente plutôt pas mal. Donc, malgré ses qualités, ses défauts. Alors, juste avant, tu parlais de fidélité, d'être fidèle. Justement, sur le site Virage Paris, tu te présentes comme ça. Je vois dans le PSG une religion et dans le parc sa chapelle intime. J'aime raconter ses souffrances hebdomadaires pour faire pénitence, car la vie de supporter n'est autre qu'un péché nécessaire. Mmh. C'est très religieux. Du coup, ouais. Le parc, c'est une église. Hein. Ouais. On y va comme à l'église. Enfin, bon, je suis pas croyant, hein, mais bon, même si je suis baptisé, tout ce qu'il faut, mais j'y crois pas. Mais par contre, ma seule croyance, c'est le Paris Saint-Germain, quoi. C'est-à-dire que j'ai aucune superstition dans la vie. Je crois pas trop. Enfin, j'ai pas trop de trucs comme ça sur la destinée, même si je crois que on a plus ou moins une bonne étoile dans la vie, mais s'il y a bien un endroit où je peux tomber dans la superstition ou dans les trucs complètement qui n'ont pas de sens pragmatique, c'est bien le foot. Et c'est le PSG. Il y a des matchs, j'étais à Birmingham par exemple, je pense que la deuxième mi-temps, je l'ai quasi pas vu. Tellement je voulais rien voir, j'en pouvais plus, c'était un stress absolument insoutenable et j'avais la tête dans les chaussettes à chaque corner de Aston Villa. Enfin, c'était infernal, quoi. Donc, mais ça, dans la vraie vie, je le fais jamais. D'ailleurs, tout le monde se fout de ma gueule, et ma femme la première. C'est-à-dire que quand il y a un match du PSG à la télé, j'ai beaucoup de mal à le regarder. C'est trop dur pour moi. C'est un enfer à vivre. Et il vaut mieux que je sois avec des potes ou qu'on m'oblige à regarder le match. C'est un peu aussi pour ça que je suis abonné. C'est que là, je suis obligé de voir le match. Parce que sinon, pour moi, c'est trop dur. Donc, il y a des matchs que j'ai quasi pas vus de stress. Et tu les revois après, quand tu connais le score? Non, j'ai vu. Après, je me regarde un petit résumé. Oui. Ou alors, je suis cette bande de personnes aigries de l'équipe télé pour plaisir, surtout si on a gagné, de voir leur tête déconfite et d'essayer de trouver encore des raisons d'y croire qu'on se fasse éliminer ou qu'on se rate. Voilà, ça, c'est mon petit plaisir. Et t'as des superstitions alors dans le foot, toujours la même écharpe. J'ai la même écharpe depuis, 30 ans. Depuis 92.
Non, moins que ça, mais je sais plus, je l'avais acheté avec un pote du taf. Je me rappelle, dans une petite boutique toute pourrie, une cahute qui était dans les travées, parce qu'à l'époque, il y avait ça. Et je l'ai toujours et je la quitte jamais, quoi. C'est mon écharpe. Voilà. Mais sinon, j'ai pas de superstition spécifique à part ça, quoi. C'est juste, t'as du mal un peu à regarder. Voilà, de temps en temps. C'est ma seule superstition. Ouais, voilà. Je sais pas d'autres trucs. Je pourrais m'inventer des choses parce qu'en vieillissant, je vais continuer à m'inventer des trucs, mais pour l'instant, non. Pas À Birmingham, ça c'est bien fini en tout cas. Ouais, ça va. C'est parce que j'avais mon écharpe. C'est ça. Alors justement, tu dis que t'as jamais été abonné en Virage. Non. Mais en 2015, il y a 10 ans, t'as créé un site internet qui s'appelle virage.paris. On en a parlé. C'est quoi la genèse de ce projet ? C'était un moment où dans ma vie professionnelle, je faisais un petit changement. Justement, j'avais quitté la musique pour aller dans une agence de com. Et je trouvais que globalement, sans prétention aucune, il y avait beaucoup de choses qui existaient sur Internet, sur le web autour de Paris, des médias plus ou moins sérieux et qui existaient déjà, qui étaient d'ailleurs des sites qui marchent très bien et qui existent toujours aujourd'hui, qui font très bien leur boulot. Mais je trouvais que ça manquait de déconnade et de deuxième degré et je trouvais que ça c'était trop informatif ou trop ras du front ou ça, enfin, je trouvais que ça manquait un peu de créativité et un peu de vécu et de mauvaise foi. Voilà. Et évidemment, SoFoot a réussi à mettre un énorme coup de pied dans la fourmilière du football avec un axe génial, une ligne éditoriale magnifique. Et je me suis dit, pourquoi je ferais pas une espèce de SoFoot du PSG avec mes potes ? En plus, ça m'amusait de créer un site, j'avais jamais fait ça. Moi, j'aime toujours un peu la création visuelle aussi, le graphisme. Alors je me dis, on peut faire un truc un peu marrant. Et puis mon agence m'a dit, écoute Xavier, si ça t'amuse, on t'accompagne dans le truc et on crée le site ensemble et on le fait ensemble avec les graphistes de l'agence et tout ça. Parce que c'est vrai que c'est un site assez visuel. Il y a des dessins, il y a des très très belles illustrations. Et du coup, cette idée, on l'a eue et j'ai décidé de mener le truc et de le lancer. Donc, on a commencé à travailler dessus dès 2014. En se disant est-ce que c'est faisable, pas faisable. Donc j'ai réuni des copains, j'aurais parlé du projet, dire qui est prêt à écrire, parce que c'est quand même, faut écrire des articles, c'est pas évident. Moi je dis vous inquiétez pas, je gère tout le backup, toute l'infrastructure, les visuels, je m'en occupe, je gère tout. Mais vous écrivez. Parce que pour ceux qui connaissent pas, on peut leur dire c'est quand même de vrais articles de fond, c'est pas juste de l'actualité avec des reprises de brèves tous les quarts d'heure et de l'actu, c'est pas ça du tout. Ah non, ça on le fait pas du tout, on le laisse aux autres parce qu'ils le font mieux que nous. Nous on fait pas du tout ça, nous c'est plutôt acté sur des humeurs, c'est plutôt des interviews, c'est plutôt des trucs complètement troisième degré, ça va un peu dans tous les sens. Donc au début, voilà, ce bateau, il s'est monté. La première personne que j'ai été voir pour en parler, c'était Jérôme Réjas, qui est un mec que je connaissais, mais qui n'était pas pote. On n'était pas potes. Et il m'a dit, je te suis, parce que je savais que lui écrivait extrêmement bien. Lui, il est vraiment journaliste de formation. C'est une super plume. Et c'est un malade mental de Paris. Et qui a déjà écrit un livre. Parc on en parle souvent, qui s'appelle Parc Tribune K Bleubac, et c'était l'abonnement qu'il avait à l'époque. Et que j'ai déjà enregistré dans le cadre de ce podcast. Vous pouvez d'ailleurs le retrouver. Voilà. Et une fois que Jérôme m'a dit oui, en fait, j'avais besoin de cette clé pour partir. dire si Jérôme me dit oui, j'y vais. Donc il m'a dit oui. Et après, j'ai commencé à recruter des potes, à en parler à tout le monde, en leur expliquant ce que je voulais faire. Et puis voilà, ça s'est fait comme ça de fil en aiguille. Et puis quand on a été prêt, que le design était prêt, qu'on avait monté tout le site, on l'a lancé. Alors au début, je savais pas s'il fallait que je fasse un site payant. J'ai un autre pote qui s'appelle Arnaud, dont le surnom est Arnaldinho Gaucho, qui m'a dit mais Xavier, tu te fous de la gueule du monde, ça doit être gratuit, c'est pour tout le monde. Il dit t'as raison. Et du coup, on a fait un site ouvert à tous, ou gratuit. Et dans les premières interviews, on a quand même Luis Fernandez et Robin Leproux. Ouais, ça c'était important. Ça s'est passé comment Louis, parce que je suis un peu pote, enfin on s'entend bien avec Julien Cazard et que Julien était à RMC, qui connaissait un peu tout le monde et qui m'a fait le go-between pour que je puisse faire une interview chez RMC avec Louis. Parce que Louis c'est quand même une figure qu'on aime, on n'aime pas, mais c'est une énorme figure du PSG. Puis moi c'était un peu mon PSG de mon enfance, hein. Capitaine, tout ça.
Et puis il y a un autre truc, c'est que Robin Leproux, effectivement, je le connaissais pas personnellement, mais en fait, de par mes activités dans la musique, et que c'est quelqu'un aussi qui a travaillé beaucoup dans la musique, et qu'on était effectivement, on s'est dit, avait lancé le site avec une interview de Louis et de Robin Leproux, avec tout ce que ça implique de polémique autour de Robin Leproux, sachant que je connaissais à ce moment-là, je commençais à le connaître un peu, pour avoir discuté avec lui, lui expliquer ce que je voulais faire, et j'ai tout de suite senti que il prenait pas du tout le truc à la légère, et que c'était extrêmement important pour lui de faire cette interview. Parce qu'il n'avait jamais pu le faire auprès des supporters. Ce que j'ai dit, là, on est en 2015, donc on est 5 ans après le plan Leproux, donc c'est très, très et il a compris ce qu'on voulait faire, et il nous a suivis. On a fait ça très sérieusement, dans une grande salle de réunion, je me rappelle, dans le 17e. On avait un copain qui nous a mis à disposition une grande salle, on était plusieurs. C'était pas du tout un tribunal, mais c'était un vrai échange hyper intéressant, que lui a hyper préparé. Enfin, c'était une vraie grosse interview et passionnante. Moi, j'ai trouvé le mec super sensé, hyper honnête, hyper humble. Je sais qu'il y a plein de mecs qui le détestent, mais c'est facile de détester quelqu'un. Vu le contexte, par contre, tout ce que je peux dire aujourd'hui, et je le répète à chaque fois, c'est que Robin Leproux est un malade du PSG, mais vraiment un amoureux, un vrai. Et qu'il y a un plein de mecs qui font les malins sur les réseaux, insultant encore 15 ans après, qui sont à la moitié de ce que c'est que le supporterisme, de ce qu'est Robin Leproux en termes de supporters. Donc, et Robin, ça nous arrive de le croiser, on parle que foot à chaque fois qu'on se voit, et on ne parle que du PSG. Donc il suit, il est au taquet, il fait des matchs, enfin, voilà, c'est un vrai. Et après, il a souffert beaucoup de ce plan, il m'a raconté ce qu'il a vécu quand il était sur le lit de mort de... Yann Laurence. Enfin bref, il m'a dit, je pense que je souhaite à personne de vivre ce que j'ai vécu. Et du coup, au-delà de ça, voilà, cette interview était importante pour nous pour lancer le site, et puis l'interview était vraiment top, quoi. Une interview d'ailleurs qu'on peut encore retrouver sur le site bien sûr, Virage. qui est toujours disponible, il n'y a pas de problème. Et donc voilà, le site s'est lancé, puis bon an, mal an, voilà, ça fait 10 ans maintenant qu'il existe. Alors là, je fais mon mea culpa, mais ça fait 1 an et demi, 2 ans que je suis beaucoup moins assidu parce que j'ai beaucoup de travail. Et 3 filles. J'ai 3 enfants, j'ai pas mal de taf, et du coup, c'est compliqué d'être aussi actif que je ne l'ai été. Mais bon, le site est toujours là, il existe toujours, et on est toujours content de publier un article, de faire un podcast. On a lancé des podcasts. Le premier avec Julien Cazard, d'ailleurs, qui a été une énorme... blague, enfin on s'est fendu la gueule pendant 1h30 et en fait aujourd'hui c'est une récréation, quoi, pour moi et puis tous les potes qui participent au truc. Et penalty pour l'Inter, incroyable. Ils vont les sortir, hein. Peut-être bientôt 2-0, mais il y a eu 2-0. Rappelons-nous le scénario du match aller, et le penalty n'est pas encore marqué. Alors justement, sur le site de Virage, en 10 ans, il y a eu quand même des dizaines et des dizaines d'interviews. Alors il y a des articles, un peu des articles de fond, et des interviews de joueurs, de présidents, on l'a dit, des interviews de rappeurs, d'acteurs. Ouais. Est-ce que tu as des souvenirs particuliers de ces rencontres? Alors, c'est pas forcément toi qui as fait toutes les interviews, mais tu en as fait pas mal. Ouais, j'en ai fait beaucoup. Il y en a quelques-unes qui ont été assez marquantes et qui étaient hyper importantes pour nous. C'était déjà les interviews des anciens leaders ultra de l'époque 90-2000, l'époque où il y avait les 2 virages et où c'était le feu au parc. Même si aujourd'hui il y a de l'ambiance, il n'y a pas de problème, mais c'est vrai qu'avoir Boulogne et Auteuil, c'était quand même assez impressionnant. Donc la première interview, c'était Viola. C'était Viola, tout à fait. Voilà, le capot des Lutes Falco, qui a accepté, après plusieurs discussions, de le faire, et il nous a fait une interview exceptionnelle, avec tout ce que ça engage chez lui, qui est un mec très orateur, très volubile. Et puis après, il y a eu Zabat, après il y a eu Giscard, 2-0 pour l'Inter. Il y a eu... une énorme interview. Il y a eu beaucoup de noms. Auteuil. Il y a eu beaucoup de noms, mais on a réussi à en avoir quelques-uns des très gros, quoi. Avec le trio des présidents. L'interview trio triangulaire des Supra, qui était exceptionnel aussi, qui était un moment génialissime, avec ces mecs qui à la base ne parlent pas beaucoup,
Et là, qui ont accepté. Donc nous, on s'est senti vachement honorés aussi que tous ces types acceptent de parler et de délivrer leurs souvenirs et de se livrer, mais en toute tranquillité. Et puis c'était vraiment génial, quoi. Donc, ils appréciaient la reconnaissance aussi. Ouais, c'était un peu la reconnaissance du travail accompli, donc ça fait plaisir. Donc voilà, et puis après, au-delà des supporters, il y a eu quelques belles rencontres. Il y en a une qui a été géniale, c'était Samy Traoré. Alors c'était fabuleux. Samy, c'était à Créteil, chez lui, au milieu des tours, dans un espèce de bar PMU moisi, entouré de lascar. Il a même essayé de trouver du shit un moment pour nous. Enfin, c'était un moment mais de ouf. Samy, grand bonhomme, franchement, mec ultra drôle, génial, super cool, hyper sincère. Gros amoureux de Paname, mais vraiment super moment. Même Jérôme Roten, qui peut être une tête de con, il a accepté, il nous a fait une interview de ouf. On a été obligé même pas on pouvait pas tout mettre parce qu'il balançait sur plein de mecs. On l'a pas fait. Mais très très drôle, mec assez marrant. Et puis c'est difficile parce qu'il y a eu tellement d'interviews que je ne saurais plus quoi dire, quoi. Mais après, il nous manque l'interview. Il y a 2 interviews qui nous manquent à notre palmarès. J'allais te demander. C'est un peu un appel, même si je ne sais pas si ça réactive. Mais bon, il y a 2 mecs qu'on veut absolument faire. C'est Jérémy Ménez pour le but du titre en 2013. Et parce que Jérémy Ménez, on sait que c'est un supporter de Paname et que, en vrai, il nous a fait bien rêver. Lui, il avait une technique de jeu, puis c'était vraiment un titi, quoi. En vrai, mec de cité, un peu, voilà, j'adorais, moi. Et puis Javier Pastore, parce que pour moi, c'est avec Neymar, c'était le dernier numéro 10. Et que malgré toutes les critiques qu'il a pu subir à Paname, c'était un joueur extraordinaire qui nous a fait rêver et qui a été pour moi le début du rêve qatari. C'est-à-dire que lui, quand ils ont signé Pastore, et les premiers matchs, c'était incroyable. Donc c'est les 2 mecs qu'on veut vraiment faire en interview. Je crois que, comme dirait notre ami Thierry Roland, après ça, on pourra mourir tranquille. Si on fait Javier et Jérémy, on arrête virage, je pense. Deux supporters du PSG, puisque Jérémy Ménez était à Liverpool. Tout le monde connaît l'anecdote où il s'est fait sortir de la tribune. Et Javier Pastore était dans le parquage à Highbury, Arsenal. Ouais, et puis ils font pas semblant, hein. Voilà, Javier, on a vu les images sur les réseaux sociaux, il est au taquet, quoi. Et puis Jérémy, je pense que il est moins volubile, mais parce je pense qu'il y a un peu plus de timidité dans son comportement, même si on n'a pas l'impression comme ça, mais je pense qu'il bouillonne aussi PSG, quoi. Il y a pas de problème. Et Jérémy qui a été choisi par le PSG avec Paoletta pour remettre les écharpes, notamment aux abonnés historiques. Voilà. Donc ce qui prouve quand même son attachement. JM7 Forever. C'est ça. En tout cas, l'invitation est lancée, Jérémy Ménez et Javier Pastore. Jérémy, si tu nous écoutes, c'est quand tu veux, où tu veux. Qu'est-ce que, à toi, Xavier, ça t'a apporté personnellement, cette aventure Virage qui n'est pas encore finie? On va fêter les 10 ans cette année 2025. Qu'est-ce que ça t'a apporté? C'est une expérience collective géniale, quoi. C'est beaucoup de rencontres, beaucoup de moments de partage, de rigolade. Ça m'a appris à faire plein de choses. Et puis, mine de rien, bon an, mal an, avec tout ce qu'on a pu faire, le club s'est intéressé au projet et ça nous a permis aussi de travailler pour le club, ce qui paraît assez foufou, mais notamment Fabien Allègre, que je connaissais en fait, parce qu'il travaillait chez Énergie avant et moi j'avais fait du business avec lui. Toujours le monde de la musique. Toujours le monde de la musique. Et Fabien me connaissait, on se connaissait et je lui avais présenté le projet au début et il m'a dit avance sur le truc, on se tient au courant, voilà. Et du coup, par son intermédiaire, il m'a ouvert un peu les portes du club et j'ai rencontré les équipes de la com, Anthony Paca et d'autres. Et du coup, ils ont commencé à nous confier des missions parce qu'ils trouvaient que nous, on avait une équipe de rédaction assez marrante, qui avait du talent. Et mine de rien, aujourd'hui, moi j'avais 2 rêves dans la vie. Quand j'étais petit, je voulais bosser dans la musique et je voulais bosser pour le PSG. Aujourd'hui, c'est le cas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je travaille toujours pour la musique, mais je travaille toujours en mission pour le PSG. Je m'occupe de programmes de matchs, d'interviews de supporters, voilà. Tu as notamment été missionné également sur le livre des 50 ans. Ouais, alors ça a été la grosse... Alors, j'aime pas du tout le terme fierté ou fier, c'est un adjectif, je déteste ce mot. Mais là, pour le coup, je pense qu'on peut être fier de nous, c'est-à-dire qu'effectivement, le club nous a demandé de gérer le livre des 50 ans du club. Par les supporters, pour les supporters. Pas tout seul, mais on
on avait un responsable éditorial avec nous qui est un mec super, mais avec qui on a bossé en équipe, mais c'est nous qui décidions de qui écrivait, quels étaient les sujets, on a géré les images, l'iconographie, un peu l'axe. En fait, le club voulait un livre destiné, c'est pour les supporters, pas les supporters. Donc ça nous allait parfaitement. Et on a essayé de mettre un peu de passion dans le texte pour sortir d'un style un peu classique, un peu engagé sans être trop engagé, mais quelque chose de très vivant, quoi, de très supporteriste. Donc ça a été un énorme travail, hein, ça a pris beaucoup de temps, mais à la fin on a un petit pavé assez riche, je pense assez complet, écrit avec je sais pas combien de plumes, donc évidemment les plumes du PSG, qu'est-ce que je veux dire, mais de Virage déjà, Greg Proch, Jérôme Réjas, Arnaldinho Gaucho, un mec que j'aime beaucoup aussi, Thibaut Leplat, qui est sur RMC aujourd'hui, mais qui a un putain d'auteur, qui a une plume incroyable, qui est prof de philo, enfin voilà, et ou des gens comme Ambre Godillon, je voulais absolument qu'Ambre écrive, parce que je sais que c'est une vraie aussi, et elle nous a fait plusieurs trucs, donc c'était top, quoi. Et du coup, ouais, ça a été un beau moment, quoi. C'était sympa. C'était un beau produit à la fin. Voilà. Et puis, on continue encore aujourd'hui à faire des choses avec plaisir. On essaie d'amener ce petit côté supporteriste. Et c'est ce que veut le club en même temps. Donc ça, c'est cool de voir le club aussi faire ça, quoi. C'est un peu le leitmotiv de Virage, pour les supporters, par les supporters. C'est exactement alors, ça. Le leitmotiv de Virage, c'est la tribune libre. C'est une tribune libre des supporters parisiens. C'est-à-dire que n'importe qui, en vrai, peut écrire dans Virage. Nous, on invite tout le temps des gens. Vous avez le droit d'écrire. Envoyez-nous vos articles. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, lire des articles, c'est complètement old school. Parce qu'aujourd'hui, on est dans les réseaux sociaux. On n'est que dans l'image, le son et l'immédiateté, j'ai envie de dire. Et les textes courts. Et les textes très très courts, les punchlines. Nous, on aime bien faire punchline et texte. Donc, c'est vrai que ça intéresse plus grand monde. Mais bon, c'est pas grave. On mourra avec nos idées et c'est pas grave. On verra jusqu'où ça nous mène. Et puis sinon, on fera que des podcasts. Mais bon, c'est un peu dommage. Moi, j'aime bien les textes avec des photos, avec des souvenirs. Et puis, écoute, le jour où on s'arrêtera, de toute façon, on laissera le site actif. Je ferai en sorte de toujours payer mes abonnements pour que les gens aient toujours toutes ces interviews de supporters. Et qu'on garde une forme de mémoire, déjà de Virage, parce que nous, ça nous fera des souvenirs. Et puis que si ça peut intéresser des jeunes de découvrir la vie des supporters, et comme tu l'as dit, c'est plus des archives finalement de la mémoire historique que juste de l'actu. Donc, c'est pas juste un skyblog. Ça laisse une trace, un témoignage. On attend quand même Jérémy Ménez et Javier Pastore. Et Javier et Jérémy. Même en duo, les gars, si vous voulez, il n'y a pas de problème. Vous pouvez faire un petit jeu de passe-passe, un taureau ensemble. Et en podcast aussi, pourquoi pas. Oula. Là, je crois qu'il y aura 2-3 crises cardiaques autour des micros, là. Alors, pour revenir à ton autre domaine de prédilection, la musique, est-ce qu'on peut dire que le Paris Saint-Germain, c'est rock'n'roll ? Ouais. Je vais prendre l'exemple de Robin Leproux parce qu'on en a parlé en off, mais il m'a dit qu'il avait occupé beaucoup de gros postes de direction sur des très gros médias, patron d'RTL, d'M6, c'est lui qui a créé la structure pub et même si ça n'interaxe pas, il a monté des très grosses structures dans les médias. Et il m'a dit que l'expérience la plus dure qu'il ait vécue, au-delà des aspects dramatiques de l'époque de 2010, c'était le PSG parce qu'il dit que ça n'arrêtait jamais. Il m'a dit je n'avais jamais la paix. C'était des emmerdes en permanence. Il m'a dit faut vraiment être solide. Il m'a dit je crois que j'ai jamais vécu un truc comme ça. Même aujourd'hui, quand tout va bien, on voit que ça n'arrête pas. Ça n'arrête jamais. Donc, ouais, je crois que c'est très, très, très rock'n'roll. Après, je sais pas comment est l'ambiance aujourd'hui au sein des équipes et comment ça se passe avec la philosophie, la politique qatari, mais je pense que ça doit être très difficile parce que c'est une fois de plus très répétitif et il faut quand même reconnaître, sans vouloir tomber dans le caliméroïsme, c'est que quand même Paris est un peu un club honni en France et détesté, hein, on va pas se mentir. Et puis je dis pas ça parce que c'est trop facile, mais il faut quand même reconnaître médiatiquement que c'est un club qui est détesté. Enfin, c'est incroyable cette haine permanente. Enfin, ce que je disais l'autre jour, je sais plus avec qui, avec ma femme, je crois que d'ailleurs c'est juste ce qui m'attriste le plus, c'est que si ça se trouve, on va gagner la Champions League, et je suis sûr que le lendemain, voire peut-être même le jour J, on dira « Ah, enfin, il était temps. Oh, ben c'est normal qu'il l'ait gagné. Et que va devenir le PSG ? Est-ce que les Qataris vont s'en aller ? Ça va être ça, c'est sûr. »
Donc c'est déprimant, cette espèce de pisse-froid permanent français. Je dis pas que j'ai envie qu'ils nous supportent tous, mais il y a un minimum. Il suffit de voir la une de l'équipe, c'est honteux par moment. C'est un fonds de commerce, c'est devenu un fonds de commerce. Et c'est ça qui est déprimant, ça manque un peu de légèreté, quoi. Juste penser, il faut un peu penser quand même à tous les gens qui supportent Paris, quoi. Il y en a, quoi. Des vrais supporters, des vrais amoureux, et qui sont pas dans ce truc de calcul ou de. Et je peux vous dire que si c'était Marseille aujourd'hui qui était en demi demain d'Arsenal, mais c'est pas le même traitement, c'est sûr. Même si Marseille était propriétaire de l'Arabie Saoudite, quoi, ce serait complètement différent, c'est sûr et certain. Parce que oui, je pense que la plupart des rédactions sont remplies de mecs qui sont pas parisiens, qui ont jamais supporté Paname, déjà il y a 30 ans, et ça n'a pas changé. Et une espèce d'acharnement, je ne m'explique pas déontologiquement. Voilà. Et à la rigueur, ça donne presque envie d'être encore plus supporter aujourd'hui. Parce que vraiment... Et je sais plus, c'est Jérôme qui me disait ça l'autre jour. Il me disait, mais Xavier, tu peux pas être triste pour ça. Je veux dire, si on la gagne, elle est pour nous, quoi. Pense à nous. Enfin, c'est à nous. C'est pour nous, quoi. Nous, les supporters qui sont là depuis 40 ans. Cette victoire, elle est pour nous, quoi. Et personne d'autre. Et envoie les chier, on s'en fout de tous ces connards. Voilà, c'est vrai, il a raison. Donc, mais bon, ça m'agace un peu parce que c'est malhonnête, en fait, intellectuellement, je trouve. C'est la plupart du temps, tout ça est très calculé, c'est très facile. Mais il y a quand même un fond que je trouve... Je crois que c'est Luis Enrique, là, avant le match aller face à Arsenal, il dit « Je sens un fond de négativisme. » Mais t'as raison, Lucho. Ils peuvent pas s'en empêcher, c'est effrayant. Voilà, donc bon là ils ferment tous leur gueule avant demain, mais je pense qu'ils attendent avec délectation si on se fait sortir. Donc voilà, bon. C'était le coup de gueule. Et t'as bien raison. C'est mon petit moment où je m'énerve, tu as raison. Seul dans mon coin. Alors justement, quelle est ta vision du Paris Saint-Germain d'aujourd'hui ? C'est une machine de guerre, quoi. Déjà sportivement, parce que c'est ça qui compte le plus en vrai. C'est magnifique parce que c'est une équipe très jeune, qui joue très bien, qui a un très gros mental, qui a un entraîneur exceptionnel. Ce qu'a fait Luis Enrique en 2 ans, franchement, c'est très, très, très fort. Il a été capable aussi de s'imposer lui et d'imposer ses choix. Après, il profite de 3 ans de n'importe quoi et il était temps de remettre les choses au clair quand même. Donc je pense qu'ils ont laissé des coups d'effrande. Il a dû d'ailleurs, en arrivant, dire « Je vous préviens, c'est comme ça et pas autrement ». Il a raison. Donc je trouve que c'est super kiffant de voir cette équipe de jeunes mecs jouer aussi fort, jouer ensemble. La plus jeune équipe d'ailleurs des 4 demi-finalistes. Ouais, je sais pas les stats, mais sans doute, ouais. C'est sûr. Et je sais pas si on ira en finale, et je sais pas si on la gagnera. Je sais pas, pour l'instant, ça a l'air d'être plutôt l'Inter qui est parti pour y aller. Mais franchement, de peu que j'ai pu voir du match, franchement, ils sont forts, ces Italiens. Ils sont pas impressionnants, mais c'est solide. Et après, d'un point de vue global, ouais, c'est une machine de guerre marketing. Et moi qui bosse dans le marketing, je ne vais pas cracher dans la soupe. Je trouve que ce qu'ils ont fait en termes d'image et de communication, c'est très fort. Le problème, c'est que pendant plusieurs années, ils ont un peu mis en avant plus le marketing que le sportif. Et là, ils ont compris qu'on ne pouvait pas se satisfaire de vendre des maillots fluo et qu'il fallait peut-être aussi repenser la politique sportive. Donc, après, au-delà du marketing, de la communication, du think global et de faire un projet international et du sportif, les Qataris, je sais pas trop quoi en penser en vrai, parce que il y a pas mal de choses qui me déplaisent dans certains aspects de communication, dans certaines façons de gérer le virage Auteuil, qui me dérange un petit peu aussi, dans les axes qui sont faits, dans les choix qui sont faits. Je trouve qu'on laisse certaines choses se faire dans le virage qui sont pas bien, qui peuvent me rappeler les heures noires du club, même si ça va paraître bizarre, mais il y a certains axes, certaines façons de communiquer qui me paraissent un peu pas bien, et aussi des formes d'incohérence. Maintenant, le foot est ce qu'il est. Il y a toujours eu des problématiques dans les virages, il y en aura toujours. Et c'est pas moi qui vais critiquer. Si, je peux critiquer certaines façons de communiquer et puis des revirements de situation. Enfin, j'oublie pas ce qu'a fait le Cup face à la Factory pour Marco Verratti. J'oublie pas ce qu'a fait le Cup, parce que c'est le Cup,
faut arrêter. Devant la maison de Neymar, c'est inacceptable ce qu'ils ont fait. Qu'on ait laissé faire ça, je pense que si je suis leader d'un groupe, je défonce les mecs qui ont fait ça. Sachant que les leaders des groupes étaient là. Je sais notamment pas devant la factory pour je les sais chants, pas. Après, mais après, si t'es un débile qui lance un truc Verratti, je sais pas quoi, t'en as 15 qui le suivent, bon bah t'as dit taisez-vous, arrêtez, c'est pas sûr que t'arrives à les arrêter. Hein. Les chants anti-Verratti et anti-Neymar devant la factory étaient lancés par les capots du Cup. Pas bien les mecs, grosse connerie, c'est pas bien. Et je pense pas que ça les ait fait partir plus que ça, puis ça sert à rien, enfin c'est ridicule, c'est idiot. En tout cas, ils sont partis, ces joueurs-là. Ouais, mais bon, je pense que le club les aurait fait partir, c'est pas le club qui les a fait partir. Ouais, ça me dérange, quoi. Ça me fait chier à certains matchs de voir certaines banderoles, ça me fait chier de... Mais bon, après, voilà, ces mecs-là, bon, bah, ils sont à tous les matchs, ils mettent le feu, ils font les deps, ils mettent l'ambiance, c'est super. Mais bon, il y a des moments, c'est loin, certains moments, ils sont un peu loin de l'univers ultra, je trouve aussi, dans la façon de brosser dans le sens du poil, la direction. Normalement, t'es ultra, tu fais jamais ça. Jamais. Si tu le fais en privé. Mais tu le fais pas de façon évidente et ostentatoire dans tout le monde. Donc je trouve ça maladroit. Maintenant, les mecs font ce qu'ils ont à faire et c'est eux qui dirigent et qui font ce qu'ils veulent. Hein. Voilà. Mais moi, des moments, ça m'embête un peu. Voilà. Toi, t'as 3 filles. Ouais. La plus âgée a 8 ans. Ouais. Donc elle commence à comprendre un peu peut-être le foot, à suivre les matchs avec papa. Non, mais en plus, vraiment, je pousse pas du tout. Donc il y en a une qui a un maillot du PSG, elle aime bien le mettre pour faire plaisir à papa. Lequel? Non, c'est pas un maillot floqué, mais c'est le maillot de... c'est le Echter d'il y a... Ça doit être 2021, un truc comme ça, ou 2020, je sais plus. Et voilà. Et on a aussi un maillot numéro 10 du Brésil, Neymar. Parce que je suis un Neymarien aussi. Donc les gens qui l'ont insulté, je vous déteste. Et malgré les défauts du bonhomme, mais c'était peut-être le plus beau joueur qu'on ait eu au Paris Saint-Germain. Dans ses grandes années, hein, évidemment. Mais voilà. Mais oui, mes filles, non, pas du tout. Pas du tout. J'ai pas envie, en fait. Je veux pas tomber dans ce truc d'obliger les gosses. Si elles ont envie, elles ont envie. Si elles ont pas envie, elles ont pas envie. Je m'en fiche. Je les ai pas emmenées au parc. Je pense que ça va leur faire peur, même. Elles sont jeunes encore. Et elles sont trop petites, quoi. Voilà. Et puis je suis pas dans ce truc. Franchement, on verra. Si elles aiment le foot, tant mieux. Si elles aiment pas, je m'en fiche. Enfin, voilà. Alors en parlant d'avenir, justement, comment vois-tu le Paris Saint-Germain dans 20 ans? Tu parlais tout à l'heure, toi, du Parc des Princes qui était un élément indissociable. Comment toi tu vois les choses? J'espère qu'il sera encore au parc. Voilà. Et le reste, je m'en fous. Ça peut être les Qataris, ça peut être le roi de la choucroute qui rachète le PSG, ça peut être n'importe quoi, je m'en fiche du moment qu'on reste au parc et qu'on ait toujours le maillot bleu, blanc, rouge, blanc, bleu. Le reste, peu importe, c'est tout. Et après, on verra, quoi. Donc, franchement, je vois pas trop ce que ce sera le PSG du futur, j'en sais absolument rien. Ça va dépendre des Qataris déjà, de ce qu'eux veulent faire. S'ils restent ad vitam, en tout cas jusqu'à la fin de mes jours, s'ils veulent, il n'y a pas de problème. Tant qu'ils ont une politique construite et structurée, moi ça me va, il n'y a pas de problème. C'est vrai que... Mais bon, il y a peu de chances que ça soit le cas. Je pense qu'à un moment, ils vendront et puis on verra qui sera propriétaire. Il faudra se rappeler des belles années, quoi. Parce qu'après, ça va être un peu compliqué, à mon avis. Ça va pas être si simple que ça. Il faut déjà trouver un acheteur à 4 milliards. Ouais, voilà, c'est ça. Mais bon, ça se trouve. Hein. Ça se trouve. Mais non, moi, je veux juste que le PSG reste au parc. C'est tout. Alors justement, j'allais te demander, toi qui es un peu le président de Virage Paris, hein, le rédac chef en tout cas, et le créateur du site, si demain tu étais président du PSG, quelle serait ta première décision? Rester au parc. Ça, c'est évident. Et c'est tout. Parce que je vois pas trop, et puis continuer à avoir une politique structurée, essayer de faire en sorte que Luis Enrique reste très longtemps, même quand ça ira moins bien, et puis continuer à développer la formation parisienne, quoi. Enfin, en tout cas, des gamins qui peuvent venir au centre de formation et de s'asseoir sur une formation locale.
parce qu'on a plein de talents et que le club deviendra encore plus sexy si on a beaucoup de joueurs français. Il va y avoir la rivalité du Paris FC sur ce terrain-là. Ouais, on va voir ce que donne le PFC l'année prochaine. Déjà, il va falloir qu'ils arrivent à se maintenir, c'est pas évident. Moi, je fais partie des gens qui trouvent ça rigolo d'avoir un derby parisien, assez sympa même. Je sais pas où jouera le PFC l'année prochaine d'ailleurs. À Jean-Bouin. C'est à Jean-Bouin ? Oui. Génial. Ça, c'est le derby le plus cool du monde. C'est-à-dire que tu fais 10 mètres. Il y a un passage piéton entre les deux stades. Voilà. Et ça veut dire que tu peux te faire donc un match du PSG. Alors, je suis pas sûr qu'ils jouent la même journée, mais potentiellement, non, oui. Mais ça va être assez rigolo, quoi. Donc, ça. Ça fait quand même 4 matchs assurés au PSG, au Parc ou à Jean-Bouin par an. Donc, non, 2 matchs, je dis 4 matchs, n'importe quoi, moi. Donc voilà, mais on verra. Mais oui, c'est la formation, c'est une évidence. Bon, je pense que ce qu'ils ont fait à Poissy, c'est l'objectif, c'est de former. De faire une mini Masia ou je sais pas quoi, mais en tout cas de faire venir des jeunes parce que c'est hyper important économiquement, quoi, d'arrêter d'acheter des fortunes et d'avoir des gamins qui performent et puis oui, c'est de jouer au parc, quoi, et puis avec des vraies couleurs toujours. Maillot Echter, tu disais que tu étais tombé amoureux du maillot quand tu étais petit. C'était le maillot Echter. Ouais, et puis ce maillot blanc RTL. Le maillot blanc RTL, ouais. Voilà, celui de sa fête, quoi. Donc, qui était superbe, qui est toujours superbe d'ailleurs, puisqu'on joue parfois avec. Certaines saisons, ils le ressortent. C'est rare, mais ça existe. Donc, non, le maillot, c'est hyper important. En plus, il est beau, quoi, notre maillot. Je trouve qu'il est magnifique dans le choix des couleurs, dans le design, il est quand même impeccable, quoi. Il n'y a rien à dire. C'est un des plus beaux maillots qui existent, quoi. Bon, après, il y a d'autres maillots magnifiques, il n'y a pas de problème. L'Inter, c'est superbe, je trouve. Le Milan, la Juve. Je sais pas, quoi. Bon, le Real, c'est de la merde, c'est tout blanc. C'est pas beau. Le Barça, il est magnifique. Enfin, il y en a d'autres, des maillots splendides. Les maillots brésiliens aussi, que je trouve super. Le maillot de Botafogo, le maillot de Fluminense. Flamengo, enfin c'est ces maillots. Dès qu'il y a des bandes en fait un peu verticales, c'est assez sympa, je trouve. Botafogo, magnifique. Futur adversaire du Paris Saint-Germain dans la Coupe du Monde des clubs au mois de juin. Alors justement, on a parlé du maillot Echter. Si tu devais me citer un président du Paris Saint-Germain qui t'a le plus marqué, alors on a beaucoup parlé de Robin Lepro que tu as rencontré personnellement, mais dans l'histoire du PSG. C'est Borelli. Enfin, moi j'ai moins connu évidemment, mais c'est clairement le président le plus emblématique du club. Parce que c'était un fondu complet, quoi. Le mec était fou. Après, j'ai beaucoup aimé l'époque évidemment de Niso, mais parce qu'il y avait cette espèce de flegme rigolo chez ce mec. Mais en vrai, le président le plus flamboyant, ça a été Borelli. Il n'y a rien à dire. Alors si tu devais me citer un entraîneur. C'est compliqué là. Il y en a eu un peu plus. J'aurais pu faire une blague, mais je vais pas la faire. Mais non, c'est dur. C'est dur parce que si on gagne la séance cette année, Inch'Allah, clairement Luis Enrique sera dans un panthéon. Mais non, moi j'ai bien aimé l'époque 86 avec le regretté. J'ai un trou de mémoire. Ancien entraîneur de Liverpool, Gérard Rouillet. Qui a vraiment qui a amené un titre au club. Évidemment, il y a eu aussi à l'époque Arthur Georges, même si lui était pas très sexy, mais c'était quand même assez efficace, quoi. Luis Hernandez a été drôle, mais c'était un peu n'importe quoi, mais c'était quand même, ça a été en finale et ça l'a gagné, quoi. Donc non, s'il doit y avoir un entraîneur, waouh. Ouais, c'est impossible de répondre. C'est pas grave, t'en as déjà cité plusieurs. Ouais. Et donc je note que gagner la Coupe d'Europe, c'est drôle. Oui, avec Luis. Avec Luis qui mange des sucettes. C'est drôle dans le sens où je suis pas sûr que ça soit un fin tacticien. Je pense que c'est un vrai leader d'homme, ça, il n'y a pas de doute. Et c'est drôle de gagner cette Coupe d'Europe avec cet entraîneur un peu foufou, quoi. Voilà. Donc, il n'est pas aussi technique et tactique que Luis Enrique. Ou Tourelle, ou Unai Emery, ou... Le football a un peu changé, peut-être. Ouais, voilà, le football a un peu changé, ouais. Mais Arthur Georges, finalement, était aussi plus très, très tacticien. Voilà. Limite chiant, mais voilà. Peut-être un peu précurseur, finalement, sur son époque. À ma droite, il y a un cadre, une peinture avec en portrait Safet Suzic. Ouais. Une très belle peinture, d'ailleurs.
On avait fait... T'avais fait une expo... Ouais, pour un livre qu'on avait sorti pour le club qui s'appelait Numéro 10 du Paris Saint-Germain, écrit par Grégory Proch, qui est un hommage à tous les grands numéro 10, parce que dans la théorie de Grégory, le PSG est un club de numéro 10. Là où Marseille est un club de numéro 9, pour lui, le PSG, c'est un club esthète, comparativement au côté bourrin des Marseillais. Là-dessus, je leur rejoins assez. Et Paris, c'est un club qui a besoin d'artistes, de briller. Bon, Marseille aussi, en vrai, ils ont eu Waddle, ils ont eu Pelé, voilà. Mais en vrai, factuellement, le PSG est un club de 10. Avec les plus grands 10, et on a failli avoir Pelé quand même, ils ont failli le faire venir, mais on a eu quand même Rai, on a eu Pastore, on a eu Suzic, on a eu Neymar, on a eu Ronaldinho, enfin voilà, c'est un club de 10. C'est un club d'esthètes, c'est le club des esthètes, c'est le club des artistes, c'est Paris. Et en quel est le 10 cette saison? Tiens, c'est qui a le numéro 10? Bah c'est Ousmane. Ousmane Dembélé, mais est-ce que c'est un vrai numéro 10? Cette année, il a surtout été buteur, d'ailleurs. Non, c'est pas un 10, Ousmane. Ousmane, c'est un trublion. C'est un mec qui est sur tous les flancs de l'attaque, mais c'est surtout un ailier qui rentre à l'intérieur et qui marque. Je trouve que même Di Maria est presque 10, c'est plus 10 que Ousmane, quelque part. Parce que Di Maria mettait des coups francs de fou. Là où Dembélé en met pas plus que ça, quoi, parce que c'est pas lui qui les tire. Donc non, le dernier... but du Barça, les amis. On va se marrer. C'est cool. Heureusement, ça m'aurait fait un peu chier quand même qu'ils mettent un 3-0 ou un 4-0 au Barça. Je me dis, oulala, ça sera pas bon. Et Ousmane Dembélé. Ousmane, donc pour revenir sur Ousmane, non, ouais, joueur fabuleux, mais pas du tout numéro 10. Et alors, mais c'est bien qu'il l'ait, en tout cas. Il le porte bien. Finalement, ouais. C'est lui le joueur le plus technique cette saison. Ouais, enfin, il y en a quelques-uns qui sont pas mal. Hein. Vitinha. Oui. Mais dans la percussion, on va dire dans le Doué, dernier, hein. Doué, c'est impressionnant. Quand même. C'est plus lui d'ailleurs qui est numéro 10 sur le terrain finalement, presque, que Dembélé. Alors, t'as pas le droit de me citer Safet Suzic, parce qu'on a bien compris. Si tu devais me citer un deuxième grand joueur... Rai. Voilà. Il n'y a pas photo, quoi. Rai, pour tout ce que ça représente. Pareil, esthète, universitaire, mec brillant, solaire, joueur incroyable, beau. Enfin, voilà. Il y avait tout, quoi. Capitaine, leader. Il avait tout, ce mec. Il n'y a pas d'interview dans Virage. Non, mais le pire, c'est que je pourrais en faire une, mais... Mais il est parti au Paris FC. Alors... Non, je m'en fous, ça. Mais non, mais c'est vrai qu'il faudrait que je le fasse. Ouais. Il faudrait que je le fasse, Rai. Ça fait un troisième dans la liste. Ouais. Et alors, le fait qu'il soit au Paris FC, ouais, c'est ça. Non, mais c'est une honte que le PSG lui ait pas déjà proposé, quelque part. Mais bon, il était super ambassadeur, mais... Ouais, voilà. Bon. Mais après, on sait que Rai, il est toujours amoureux du PSG, c'est pas le problème. Il a besoin de travailler. Hein, il est amoureux de Paris. Hein. Et puis, il adore Paris, voilà. Si tu devais me citer un match dans l'histoire du Paris Saint-Germain qui t'a le plus marqué? Le premier, hein. La boucherie. Le PSG Marseille. Parce que c'est le match qui t'inscrit comme supporter, quoi. Voilà. Après, il y en a eu plein d'autres, évidemment, hein, mais... c'était un sommet, en plus, à l'époque. Ce PSG Marseille. J'avoue que la victoire 2-1 face à Marseille, avec le but de Bruno Rodriguez... En 99. Celui-là était pas mal. Et évidemment, le match à Chelsea, avec le but de Silva, que j'adorais. Enfin, Silva, lui aussi, hein, qu'est-ce qu'il s'en est pris alors que c'est le plus grand défenseur qu'on ait jamais eu, de loin. Vous avez compris que j'étais plutôt brésilien. Hein. Attention. Oh là 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 là, le Barça qui rate. C'est loin d'être terminé. C'est loin d'être fini. Et... Tu me disais que tu étais plutôt brésilien, finalement. Ouais, non, après le ce Chelsea où David Luiz et Thiago Silva marquent. Ouais, exceptionnel. Match de fou. À 10 contre 11. Évidemment, il y a eu le 4-0 face au Barça, mais bon, voilà. Mais non, celui-là, à la rigueur, il était chouette. Moi, j'ai beaucoup aimé, évidemment, le but de Ravière face à Chelsea aussi. Ça, c'était un match de fou. En plus, je l'ai annoncé le but à mes potes avant le but. J'ai dit, vous allez voir, il va nous faire une folie. Il l'a fait. Avant la touche ? Ouais. Oh, t'étais un peu à l'opposé du stade. Non, là, j'étais devant la télé. J'étais pas au parc. J'étais avec des potes. Pourquoi ? Je sais plus pourquoi je n'y suis pas allé.
Bon, bref. Et voilà, mais après, oui, il y a eu le match face à Madrid, hein. Casque d'or, hein. Match de fou, je l'ai vu encrypté. J'avais pas Canal. C'était flou. Je me suis maté le match encrypté. Voilà, et puis la Coupe des Coupes, victoire face au Rapide. Après, c'est pas un match de ouf, hein. On va pas se mentir. Donc non, c'est pas le match qui m'a marqué le plus, hein. Mais le résultat. Mais voilà. Il y a eu aussi quelques belles victoires en Coupe de France. J'ai un très bon souvenir de la victoire face à Monaco au Stade de France, avec le but de Waro. Parce qu'on souffrait, hein. C'était le Monaco de Néné, qui n'était pas encore arrivé à Paris, qui est arrivé l'année d'après, où Néné était monstrueux. De toute façon, il a toujours été monstrueux. Et franchement, on gagne ce match avec les tripes, avec ce but de Waro, et c'est cette image de Mevlut Ergin avec sa doudoune pitch qui fait un 100 mètres pour lui sauter dessus. J'étais comme un ouf, j'ai failli crever d'une crise cardiaque. Donc voilà, il y a eu une victoire aussi face, je sais pas si c'était en coupe, peut-être, ouais, face à Nantes, je crois. Mais je suis plus trop sûr, avec un but de Yepes ou de Gabi Heinze où j'étais comme un dingue. Mais bon. Je l'ai pas celui-là. Je sais plus. Un but à la fin ou de Pauletta. Alors il y a eu la demi-finale à la Beaujoire avec le but de Pauletta. Non, là c'était un match au parc. D'accord, donc c'était pas sûr. Je sais plus. Bon, bref. Alors Yepes contre Nantes, c'est possible. Faudrait qu'on vérifie. Gabi Heinze, tout ça, fabuleux. Très bien. Si tu avais un mot de la fin à adresser à qui tu veux, ce serait quoi? Ou plusieurs mots de la fin, hein, c'est possible aussi. Moi, je vais m'adresser à Nasser. Arrête de faire le con. Reste à Paris. Rachète, si tu veux, tout le parking qui est à côté, là. Les anciens, les locaux qui servent à rien du Stade Français. Là, tu fais ce que tu veux, un complexe immobilier, mais tu nous le laisses au parc. Et sinon, après, en mot de la fin, écoute, j'espère qu'on sera encore là à parler du PSG dans 20 ans et qu'on sera toujours au parc à boire des bières sans alcool parce qu'on sera vieux et qu'on sera tous cramés. Mais non, mais j'ai pas de mot de particulier. Je pense que c'est difficile à dire, un mot de la fin. Putain, ça veut rien dire, ça. 2-2 pour le Barça, les amis. Voilà, comme le match aller. On va se marrer. On va profiter d'une belle soirée. C'est le temps pour nous d'arrêter le podcast. Voilà. Mais non, un mot de la fin. J'espère qu'on va gagner cette putain de Ligue des Champions un jour. Un jour, on sait pas. Et j'espère vivre ça de mon vivant. C'est surtout ça. Pour voir ce que ça fait d'être supporter d'un club qui gagne la C1. Voilà. J'espère que ça arrivera. Et merci bien Xavier Chevalier. Mais avec plaisir, Benjamin Navet. Et on laisse le dernier mot de la fin à tes 3 filles qui ont un petit message pour tout le monde. Allez, Gabrielle, Suzanne et Joséphine. Je tiens à préciser les prénoms. Gabrielle, parce que un peu Gabriel Heinze, je sais, je vais me pas faire que des amis, mais j'adorais ce défenseur. Malgré le fait que, vous savez quoi. Voilà, tu es le petit... Allez. Ici, c'est Paris. Vous venez d'écouter Je suis supporter du Paris Saint-Germain, le podcast. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour partir à la rencontre d'un nouveau supporter.